Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un outil stratégique absolument fondamental. Que l'on lance son projet ou qu'on veuille faire grandir une boîte, les 5 forces de porteur. L'idée c'est de décrypter ensemble les règles du jeu cachées d'un marché pour bien sûr y trouver sa place, mais surtout, et c'est bien ça le but, y être rentable. C'est vraiment la question à 1 million que tout le monde se pose. Et la réponse, croyez-moi, elle va bien plus loin que de se dire « il suffit d'avoir le meilleur produit ». Non, le succès, en réalité, il dépend avant tout de la structure, des règles du jeu de l'industrie dans laquelle on met les pieds. Prenons un exemple hyper parlant. D'un côté, le secteur aérien, où c'est la guerre pour gratter le moindre euro de profit. Et de l'autre, les géants de la tech, qui eux affichent des marges absolument dingues. Le truc, c'est que la clé de cette différence, ce n'est pas tant l'avion contre le smartphone. Non, la vraie raison, c'est la structure même de leur marché. C'est tout. Voilà, c'est exactement ça le point crucial. Ce sont ces règles du jeu, souvent invisibles, qui déterminent si on entre dans une mine d'or ou dans un véritable marécage. Et évidemment, n'importe quelle stratégie digne de ce nom doit obligatoirement, impérativement, prendre ça en compte. Heureusement, pour nous aider à y voir plus clair, il y a un outil de référence. Il a été créé en 1979 par un certain Michael Porter, professeur à Harvard. Et son idée, qui est juste géniale, c'était de dire « arrêtons de regarder uniquement nos concurrents directs ». Il faut élargir le champ de vision pour voir l'ensemble des pressions qui pèsent sur un secteur. Et ça donne quoi? Ça donne le fameux modèle des 5 forces. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est de l'imaginer comme une sorte de scanner ou un IRM stratégique. C'est un outil de diagnostic qui va révéler toutes ces pressions cachées qui pèsent sur une industrie et qui, au bout du compte, finissent par manger les profits. Bon alors, c'est le moment de se demander, quelles sont-elles ces fameuses 5 forces? Allons voir ça en détail, une par une. Ok, la première force, celle qui est vraiment au cœur du réacteur, c'est la rivalité entre les concurrents. Vous savez, la bagarre frontale pour piquer des parts de marché, c'est celle qu'on voit tout de suite, la plus évidente. Mais attention, son intensité, elle, dépend de facteurs bien précis. Alors, quand est-ce que ça chauffe vraiment? Eh bien, cette rivalité, elle devient féroce quand les concurrents sont nombreux, à peu près de la même taille, que le marché stagne ou que les produits sont quasi identiques. Et il y a un facteur clé, les coûts fixes. Pensez à une compagnie aérienne. Un avion cloué au sol, ça coûte une somme astronomique. Résultat, on est prêt à brader les prix, à lancer des guerres tarifaires, juste pour remplir les sièges et couvrir ses coûts. Deuxième force à surveiller, le pouvoir des clients. Là, on parle de leur capacité à faire la pluie et le beau temps, à faire baisser les prix, à exiger toujours plus de services. Quand les clients sont en position de force, ils peuvent tout simplement aspirer une bonne partie de la valeur que le secteur a créée. Et ce pouvoir, il explose littéralement. Quand il y a peu de gros clients, que les offres se ressemblent toutes, et surtout quand c'est super facile de passer de l'un à l'autre. L'exemple parfait, encore une fois, c'est l'aérien. Les comparateurs en ligne ont donné une arme redoutable aux passagers. En un seul clic, on peut mettre tout le monde en concurrence et trouver le moins cher. Maintenant, retournons la situation. À l'exact opposé, on a le pouvoir des fournisseurs. Eux, ils mettent la pression par le haut. Comment? En augmentant leur prix ou en baissant la qualité de ce qu'ils livrent. Dans les deux cas, ça vient directement presser les marges des entreprises du secteur. Leur pouvoir devient énorme quand ils sont peu nombreux, quand ils sont très concentrés. Le cas d'école, c'est encore une fois les compagnies aériennes. Quand on veut acheter un avion, qui on appelle? En gros, c'est soit Boeing, soit Airbus. Fin de l'histoire. Ce duopole leur donne forcément un pouvoir de négociation colossal. Quatrième force, la menace des nouveaux entrants. En gros, c'est la peur de voir débarquer de nouveaux concurrents qui veulent leur part du gâteau. C'est simple, si la porte du marché est grande ouverte, les profits de ceux qui sont déjà à l'intérieur seront constamment menacés. Et qu'est-ce qui tient la porte fermée? Ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. S'il faut mettre des milliards sur la table, obtenir des licences super complexes ou détenir des brevets, alors la menace est faible, la forteresse est bien gardée. C'est d'ailleurs pour ça qu'une bonne stratégie, c'est souvent de construire ou de renforcer ces barrières, ces murailles, pour se protéger. Allez, on arrive à la 5e et dernière force. Et celle-ci, elle est souvent sous-estimée alors qu'elle est hyper importante. C'est la menace des produits de substitution. Attention, on ne parle pas de concurrents directs, mais d'alternatives, parfois venues d'un tout autre secteur, qui répondent aux mêmes besoins de base. Cette menace, elle devient sérieuse si le substitut propose un meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, pourquoi prendre un vol court-courrier quand un train à grande vitesse fait le même trajet, parfois plus vite, et plus confortablement? Ou encore pourquoi faire un voyage d'affaires coûteux quand une simple visioconférence suffit? C'est une pression de fond, une lame de fond qu'il ne faut jamais ignorer. Bon, là on pourrait se dire, un modèle qui date de 1979, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui à l'ère du tout numérique? La réponse est un grand oui, absolument. En fait, le digital n'a pas fait disparaître ses forces. Au contraire, il a complètement rebattu les cartes et a changé l'intensité de chaque force de manière spectaculaire. Regardez la menace des nouveaux entrants.
Hier, pour se lancer, il fallait des usines, des infrastructures physiques, des capitaux monstrueux. Aujourd'hui, une bonne plateforme en ligne et hop, une petite start-up peut venir titiller des géants établis avec des moyens bien moindres et une portée mondiale quasi instantanée. On peut le dire, dans beaucoup de secteurs, les murailles se sont tout simplement effondrées. Et le pouvoir des clients, n'en parlons pas. Il a été complètement décuplé. L'accès instantané à l'info, les comparateurs, les sites d'avis, tout ça a mis entre leurs mains un pouvoir de négociation qui est juste phénoménal. C'est là que ça devient intéressant. Parce que, paradoxalement, on a vu émerger de nouveaux fournisseurs qui sont devenus surpuissants. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises dépendent totalement d'une toute petite poignée d'acteurs, comme les géants du cloud type AWS ou Google Cloud. Et leur pouvoir à eux, il est immense. Ok, donc on a fait l'analyse, on a notre scanner, c'est bien. Mais la vraie magie de ce modèle, ce n'est pas juste de faire un diagnostic, c'est de le transformer en un véritable plan d'action. Alors, la question c'est, comment on passe concrètement de cette analyse à une vraie stratégie? En fait, la démarche est plutôt simple, mais elle est redoutablement efficace. D'abord, étape 1, on définit clairement les frontières de son industrie. C'est crucial. Est-ce qu'on vend des voitures ou est-ce qu'on est dans le secteur de la mobilité? Ça change tout. Ensuite, étape 2, on collecte des infos concrètes pour chaque force. Combien de concurrents? Sont-ils gros? Est-ce que ça coûte cher à un client de changer de crèmerie? Après ça, étape 3, on évalue l'intensité de chaque force, par exemple en lui donnant une note de 1 à 5. Et enfin, étape 4, on synthétise tout ça. C'est cette vue d'ensemble qui va révéler les vrais facteurs clés de succès, là où la bataille se joue vraiment. Et une fois qu'on a fait ce travail, 3 grandes stratégies de base se dessinent. Si l'analyse montre que tout le monde se bat sur les prix, alors la domination par les coûts, c'est-à-dire être le moins cher, peut être la meilleure option. Si les clients ont tout le pouvoir et sont très exigeants, alors la différenciation devient vitale. Il faut leur proposer quelque chose d'unique pour qu'ils acceptent de payer le prix. Et enfin, si le marché est un immense champ de bataille ouvert à tous, la focalisation sur une petite niche bien précise permet de se construire un petit royaume protégé et d'en devenir le leader incontesté. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce modèle est bien plus qu'un simple exercice académique. C'est une véritable invitation à ne pas s'arrêter à la surface des choses, à plonger pour comprendre les courants de fond qui sculptent un marché. Alors, la question à se poser, pour son propre secteur, c'est celle-ci. Quelles sont ces forces cachées, ces règles invisibles, qui, en ce moment même, sont en train de décider qui seront les gagnants et les perdants de demain?